Bienvenue dans le podcast Au bout du boulot. Pour expliquer en 2-3 mots, on va parler du travail en général, à chaque fois avec un invité différent. Aujourd'hui, on reçoit... comment tu voulais t'appeler ? C'était Norbert, c'est ça ? Norbert, c'est ça. Norbert, ok. Donc on reçoit Norbert qui va nous parler des différents travails qu'il a eus. Et ça sera tout de suite après le générique. Mais il y a une contrainte. Non, ça s'appelle quoi ? Vous campez sur des valeurs de président de droite ? Tout mon projet, c'est de remettre le travail au centre de tout. Moi je suis quand même content de savoir que ça fait 4 ans que je chôme et que ça a servi à la carrière d'un homme politique ou deux. Moi là où j'habite, en traversant la rue, je peux vous dire on en trouve. Il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Les petits boulots, je connais ça bien. Mais rien de ce qu'on appelle un métier. C'est pas toi qui as le job. Quoi ? Tu as bien entendu, ce n'est pas toi qui as le job. Ok, je te remercie Doug pour cette introduction. Donc je me présente, c'est Norbert. Bien entendu, c'est un faux nom parce que je vais parler du boulot auquel j'officie même actuellement. Donc moi j'ai beaucoup travaillé dans l'accueil, dans différents milieux, le milieu culturel, le milieu médico-social, et plus récemment je me suis orienté vers l'infographie, quoi. J'ai fait des études pour ça et ça a été mes vrais premiers travaux, mes vrais premiers postes sérieux, avec beaucoup de responsabilités. Mais du coup, toi, t'as fait beaucoup de petits boulots à travers le temps, justement ? Oui, ça a commencé avec beaucoup de petits boulots. L'accueil, c'est vraiment ce que j'ai commencé depuis mon stage de la 3e. Hein. Ah ouais, t'avais fait ça en stage de 3e ? Ouais, déjà à l'époque, je m'étais rendu compte que j'étais à l'aise dans l'accueil, quoi. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'à la base, j'ai vraiment pris ça avec l'espoir de vivre dans une espèce de planque pendant une petite semaine, quoi. C'est la semaine d'éveil, enfin... Je sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs, cette semaine. La semaine que tu fais en 3e, découverte professionnelle. Ouais, découverte professionnelle, c'est ça, ouais. Et ouais, c'était intéressant parce que tu t'imagines vachement la niche, en fait, quand tu rentres dans un boulot comme ça, tu vois des gens constamment assis sur leur téléphone portable dans une salle de musée, et tu te rends pas forcément compte de la mobilisation que c'est, en fait, la mobilisation physique qui peut être assez constante. C'est-à-dire que je suis allé bosser dans un musée très connu en région parisienne, un très grand musée avec plusieurs étages, de très grandes salles, beaucoup d'installations, donc il y avait des tableaux, mais il y avait aussi des installations d'art plus modernes, donc vraiment des setups de salles entiers, quoi, avec de la musique, avec beaucoup de choses qu'il fallait constamment surveiller, en fait, et dont il fallait s'assurer l'intégrité le plus souvent possible. Et ce sont des métiers d'attention, en fait, des métiers de présence où la plupart des personnes vont pas volontairement aller gratter la croûte d'un tableau parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est assis et qui est là pour signaler que c'est en train d'être fait et pour dire que ça ne doit pas être fait. Mais ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui veulent toucher les œuvres, ce genre de trucs ? Énormément. Alors c'est terrible ce que je vais dire, mais surtout les touristes. Ah ouais ? Surtout des touristes qui viennent de l'étranger, ouais, et qui souvent n'ont pas beaucoup de temps, quoi, qui passent dans ces musées en éclair parce qu'il faut le faire quand tu visites Paris, quoi. C'est l'un des endroits où il faut absolument passer et prendre quelques photos, et les gens sont prêts à tout pour avoir leurs petites photos, leurs petits souvenirs personnalisés, quoi. Donc ça peut aller à de simples trucs du style on va un petit peu caresser la peinture pendant qu'on se prend en selfie, on va un petit peu traverser la ligne jaune histoire d'être plus près de la statue pour bien prendre en détail une texture ou un détail qu'on aime. Ça peut être des trucs très innocents, et ça peut aller sur des trucs beaucoup plus lourds parfois, de gens qui viennent vraiment taper sur une œuvre qui ne leur plaît pas parce qu'ils veulent carrément taper dessus. Oui, tout à fait. Il y a une histoire très connue comme ça, c'est arrivé au centre Georges Pompidou avec un type quand même qui est allé taper au marteau sur l'urinoir de Duchamp. Ah oui. Ouais. Donc, mine de rien, c'est des postes comme ça où tu es vachement mobilisé pour que le 3/4 du temps, il ne se passe rien. Mais si jamais il y a une couille, il faut que quelqu'un soit là avec le bon protocole, les bonnes procédures. Ouais, du coup, c'est pas juste s'emmerder en lisant un bouquin dans un coin de la pièce. Pas vraiment, non. Les 3/4 des gens qui vont visiter sont bien élevés, se tiennent bien, savent qu'il y a des règles à respecter dans le musée, donc ils vont jamais voir tout ça, ils vont jamais te voir en action, parce qu'ils voient juste un type... passif, du coup, quelque part, qui n'a pas à intervenir. Mais ces boulots-là seront toujours nécessaires. Ouais. Ils seront toujours nécessaires. Et mais du coup, toi, ouais, ça t'a quand même formé, en fait, de faire ce truc-là. Tout à fait. Ça a été une vraie découverte professionnelle. Et je sais pas si on peut dire que c'est vraiment quelque chose de mauvais à la fin du collège, parce que même si c'est un moment où
j'estime que tu devrais pas avoir un choix de carrière très fixé, c'est un moment où tu peux te rendre compte que le monde du travail, actuellement, ça va pas juste être un truc fun que tu fais quelques heures par jour pour ensuite rentrer dans ton super loft. Enfin, il y a une espèce de désillusion dans l'indépendance économique qu'il faut que les jeunes aujourd'hui acquièrent très vite, je pense. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'est très loin de ce qu'on voit habituellement dans la culture commune, quoi, en fait. Et tu crois que ça sert à ça, du coup, ce stage-là de troisième, en fait Plus ça sert à montrer... Non, parce que t'es pas payé, mais quelque part, ça sert à montrer une réalité du travail que tu n'as pas tout de suite, en fait, que tu n'as pas en tant qu'enfant. On te vend beaucoup l'indépendance que tu vas avoir en tant qu'adulte. Quand je serai adulte, j'aurai ma maison à moi, je pourrai me coucher à l'heure où je veux, je pourrais avoir ma voiture, je pourrais avoir 5 chats si je veux, enfin voilà, avec des fantasmes de gamin. Mais d'ailleurs, en parlant d'un peu de ça, c'était quoi justement, toi, ton rêve d'enfant, en fait, de travail? C'est genre, moi je veux être spationaute, je sais pas. Ah, moi c'était la paléontologie, jusqu'à très longtemps. Ouais, c'était les dinosaures, et pas forcément que les dinosaures en fait, mais bon, c'était vraiment aller bosser sur les dinosaures, sur leur reconstitution. Et qu'est-ce qui t'a fait avoir la désillusion que tu n'irais pas là-dedans? Oh, les maths. Non, c'est tout con en plus, parce que si j'avais persévéré, je suis sûr que j'aurais pu me débrouiller pour tortiller entre les différentes orientations. Mais c'est vrai qu'au collège, il y a un moment où je me suis dit, tiens, si je veux vraiment considérer la paléontologie comme une option viable, ça veut dire qu'il faut que j'envisage la filière S quand j'arriverai au lycée. Pour ça, faut pas que je sois plombé par les matières scientifiques, ce qui n'était pas trop le cas, mais par contre, voilà, il y avait la physique et les maths. Et c'était un petit peu plus problématique. Donc c'est dommage, parce qu'à côté, la biologie, tout ce qui est l'évolution, tout ça, c'est des concepts qui me fascinent, sur lesquels j'ai vraiment lu de moi-même, sur lesquels je suis vraiment allé me renseigner. Oui, ça, c'est que t'as quand même continuer à travers le temps à te renseigner sur ces sujets-là. Bah tout à fait, même aujourd'hui dans l'infographie, je pense que tu as vraiment besoin de notions en physique et en sciences élémentaires pour comprendre que tiens, telle lumière va avoir tel effet parce qu'il y a un truc en vert qui fait jouer la réfraction, t'es obligé d'avoir ces bases. N'importe quel artiste dans n'importe quel milieu te dira qu'il t'es un petit peu obligé de considérer les choses naturelles, comment elles se forment, pour comprendre comment bien les restituer. Et puis ça m'intéressait quoi, j'aimais bien les arts, tout ça, j'avais envie de découvrir des choses à ce niveau-là. Et du coup, après, tu t'es dirigé vers quoi comme étude après, justement? Comme étude, ensuite, je suis parti dans le théâtre. Dans le théâtre, du coup, donc vraiment rien à voir. La nécessité d'avoir plein de petits boulots à côté. Enfin, je me suis acharné dans mon truc, quoi, c'est ça. J'avais des envies de carrière, mais au final, je suis souvent retourné vers l'accueil et tout ce genre de petits postes jetables. Parce que c'était des moyens de supporter mes vrais projets à côté, qui étaient des projets qui ne rapportent pas aujourd'hui. Et est-ce que c'était pas des trucs qui se nourrissaient aussi un petit peu, genre le fait de faire de l'accueil, ça t'aidait pour faire du théâtre et inversement? Bien sûr, il y a tellement d'anecdotes, de personnages complètement tarés dans ce genre de boulot que tu peux croiser, quoi, parce que c'est des lieux de passage, c'est des gens qui viennent une fois et qui vont pas forcément être des habitués. Et du coup, t'as vraiment des petites bulles comme ça, éphémères, des petites histoires qui sont géniales. Si toi ensuite ton but c'est de créer, de raconter des choses, c'est des petites traces d'inspiration que tu loupes jamais. Ouais. Et du coup toi après le théâtre, tu t'es redirigé vers l'infographie. Le monde du théâtre tel qu'on me le présentait me donnait pas du tout envie. Faut savoir que l'école de théâtre que j'ai fait est une école privée très connue, qui ne mérite vraiment plus sa réputation d'à l'époque de sa création du moins. Donc voilà, une école où en gros il y a des stages d'entrée si tu veux pas passer les concours pour en faire partie, et c'est des stages d'entrée où pendant une semaine et demie tu casques, tu fais des petits trucs d'éveil très sympathiques avec un groupe, avec un bon prof bien motivant, histoire de bien te donner envie, et ensuite t'arrives dans une école où que tu sois là, que tu sois pas là, tout le monde s'en bat les couilles, il y a 30 personnes par classe, du coup pour monter un projet, une pièce, c'est impossible parce que tu passes une fois sur 3, tu passes une séance sur 3, il y a 9 heures de cours par semaine. Tout ça pour, en plus vu que c'est privé, j'imagine que c'était payant. Oui, bien sûr, c'était payant, et tout ça pour au final te donner une formation qui est très acteur studio et qui me correspondait pas du tout. Moi j'avais cette image du théâtre, toujours on est dans une troupe, en mode bande de prolos qui se trimballent dans un minivan. Ouais, voilà, des troubadours modernes un petit peu. Et dans la vérité, dans les faits, t'as surtout des petits mecs en polo et en marinière, tout sympathiques,
qui te font du Fédo et du Labiche jusqu'à t'en arracher les yeux. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Il y avait une blague dans cette école qui tournait pendant très longtemps, c'était qu'à chaque fois que tu voyais un type en polo rentrer sur scène avec une bouteille de vodka, tu savais que ça allait être du Tchekhov. Genre, quoi qu'il arrive. C'était à cause de la bouteille d'alcool ou c'était vraiment Parce que s'il y avait de l'alcool russe et que c'était un petit bourgeois qui entrait sur scène, ils allaient forcément te faire du Tchekhov. Parce que du Tchekhov, coup, c'est on le en vient... spécialiste des drames de petits bourgeois. Voilà, on en vient au fait que c'était une école avec beaucoup de bourgeois. Oui, c'est ça, c'était une école niche de petits bourgeois, en fait, avec une certaine manière de voir le monde du travail après. Beaucoup de contacts, beaucoup de petites troupes qui se produisent toujours dans les mêmes théâtres en centre-ville ou sur la rive gauche. Un monde qui m'intéressait pas trop, en fait. Ouais. Moi, j'étais plus, jusqu'ici, le théâtre que j'avais fait, que ça soit au lycée, que ça soit dans les divers clubs, c'était un truc beaucoup plus brut. C'est dur de dire ça, parce que j'ai pas envie de donner une image de la banlieue violente ou... Bah d'ailleurs, en fait, toi, tu vis où, en fait? Où est-ce que tu as vécu Je suis originaire de banlieue. Ouais, c'est peut-être un truc qu'il faut savoir, justement, qui crée aussi beaucoup mon décalage. C'est que j'étais avec des gens qui n'avaient jamais rien connu de certaines réalités sociales, quoi, qui voyaient ça qu'à travers certains filtres, ce qu'on leur en racontait. Et je pense que je me suis retrouvé vraiment en décalage avec ces gens, quoi. Je voulais même plus leur parler parce que c'était des gens qui pouvaient se permettre de raquer les premiers rôles sur des énormes projets qu'on montait et de se pointer le jour J, le jour de la représentation, et de ne pas connaître une ligne de texte. Mais en fait, Parce du que coup, c'était la première fois que tu étais en contact réel avec la bourgeoisie? Du coup De manière aussi proche et aussi interdépendante, oui. Ouais. Oui, effectivement. Il n'y avait pas de ça, il y avait aussi pas mal de gens qui venaient de milieux plus modestes et qui du coup étaient plus alignés avec moi sur ce que devait être le théâtre, comment ça devait se pratiquer, et sur le fait que merde, on est dans une école privée, on est là pour apprendre des choses, il faut être un minimum sérieux, là jouer un minimum collectif avec nos partenaires de jeu, et on s'est retrouvé vachement en décalage avec la majorité de ces gens qui, non, étaient là pour un loisir, pas pour apprendre un métier, pas pour apprendre à créer quelque chose qui leur plaît, mais juste parce qu'il fallait bien être quelque part et se donner du temps, quoi. Enfin, ce qui est pas forcément un mal, mais se donner du temps, c'est un loisir très bourgeois, je pense, dans l'orientation et dans la création d'une carrière aujourd'hui. Bah, normalement, on n'est pas censé s'amuser quand on travaille. Bah voilà, qui c'est qui prend ses années sabbatiques dans le tiers-monde avec son petit backpack et tout, c'est pas n'importe qui quand même. C'est pas n'importe qui se permet ça après le Bien bac, faut pas... donc après ça, j'ai complètement lâché le théâtre, en fait. J'ai obtenu mon diplôme parce qu'il fallait l'obtenir. T'as eu quand même ton diplôme. Ouais, je voulais... Et puis il y avait quand même un projet de fin d'études qui m'intéressait, avec des gens que j'aimais, avec qui on a pu monter un truc vraiment sympa. Donc voilà, c'était autant terminer comme ça le chant du cygne et puis juste passer à autre chose. Parce que je découvrais autre chose, du coup, pendant tous ces moments de théâtre, de ces grands moments de rien, quoi, au final, parce que j'avais pas beaucoup de textes, j'avais pas beaucoup de grands rôles, quoi, dans les projets collectifs. Et du coup, je me suis mis à la 3D, quoi. J'ai découvert un logiciel de 3D open source qui m'a permis un petit peu de m'éveiller à certaines des logiques autour de l'image de synthèse. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis orienté vers des études dans une autre école privée, avec des avantages quand même, avec des avantages comparés à la précédente école. Et j'en suis venu à devenir infographiste, en fait. Après, t'as quand même eu la chance du coup de pouvoir faire quand même plusieurs écoles privées. Tout à fait. C'est vrai que ça peut être compliqué pour beaucoup de gens. Bah, c'est aussi pour ça, encore une fois, que j'ai pris beaucoup de boulot dans l'accueil pour en payer une partie et éponger tout ça. Ouais, un bien petit sûr. peu. Bah, j'avais quand même beaucoup le soutien de ma famille, hein, faut pas croire que je viens pas du foyer le plus modeste qui soit non plus. Donc j'ai eu quelques facilités quand même pour me reconvertir, pour me donner du temps. L'accueil, ça représente certains de mes plus mauvais souvenirs du monde du travail, mais ça représente certains des meilleurs aussi, parce qu'il y a certaines équipes avec lesquelles c'était juste incroyable, quoi. C'était juste des découvertes humaines de gens qui ont vraiment été dans l'accueil pendant des années, quoi, 30, 40 ans, qui sont vraiment jamais sortis de ça. Et tu pourrais croire à des gens pas éveillés, du coup, qui sont dans une niche, mais en fait, c'est des gens qui, humainement, m'ont fait beaucoup de bien, et ont vraiment été très solidaires avec moi quand j'en avais besoin.
Et il y a quelque chose que je retrouve pas même dans le poste d'aujourd'hui, où je suis beaucoup mieux payé, où j'ai beaucoup plus d'autorité et de responsabilité sur mon équipe. Là, c'était vraiment, on est tous en bas de l'échelle, on est tous payés pareil, on est très solidaires entre nous. Enfin, il y a quelque chose de... Après, c'est une solidarité du prolétariat, en fait. Ouais, tout Dans à un fait, sens, c'est ça, c'est que ça se prêtait des thunes, enfin, ça se couvrait pour des absences d'une heure parce qu'un tel avait des problèmes, enfin... voilà, la meilleure équipe avec laquelle j'ai été jusqu'ici, c'était lorsque j'ai travaillé dans un petit cinéma de banlieue, un petit cinéma municipal. Et on est allé loin, franchement, dans ce qu'on a été capable de faire les uns pour les autres. Enfin, j'imaginais pas ça possible dans le monde du travail avec mes expériences d'avant. On en est arrivé à des solutions, quoi. Par exemple, j'avais une pote enceinte. J'avais une amie, une collègue plutôt, hein, c'est aussi une pote. J'avais une collègue enceinte. C'était en plein mois de septembre, là il faisait très très chaud, septembre 2020. Et elle était à la caisse toute la journée, postée à la caisse, 8e mois de grossesse. Elle en pouvait plus, elle était vraiment en train de claquer dans son jus. Il y a un moment où juste on lui a dit de se barrer, de rentrer chez elle. Ouais. Et du coup j'ai tenu la caisse. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais aucune idée de comment faire ça de ma vie, j'espérais juste que j'allais pas trop me planter dans la compta pour pas emmerder les gens derrière moi, quoi. Et puis surtout pour pas que ça se répercute sur elle. Sur elle, bien sûr, parce qu'il y a un petit fond de caisse qui permet d'éponger quelques erreurs, mais si jamais c'est trop d'erreurs d'un coup, c'est pour sa gueule. Donc je suis de l'arrêt quand même un peu, je dois te dire, j'étais vraiment pas à l'aise. Heureusement pour moi, il y a eu très peu de monde ce jour-là, c'était en pleine semaine, en septembre. Ça s'est bien passé pour moi, mais c'est des solutions comme ça de débrouille où tu te rends compte que ouais, tu t'es vraiment dans un système d'équipe qui te plaît parce que t'as aucun souci à venir dépanner les gens, tu sais qu'ils feront pareil pour toi autant de fois qu'il le faut, et ça a été donc du coup de très belles expériences, l'accueil. Le boulot où je suis actuellement, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu très envie de venir faire l'émission avec toi, c'est un boulot qui me fout dans un conflit moral immense. Ah ouais, c'est-à-dire ? Ouais, c'est dérangeant. Déjà, il y a cette question que tu viens de poser, est-ce que tu sens que tu es satisfait au niveau de tes choix de carrière aujourd'hui ? J'ai envie de te répondre oui, et en même temps non. Parce que pour la première fois, comparé à l'accueil, je me retrouve dans une position où je suis pas menacé. Je suis pas menacé par qui que ce soit. Le directeur m'aime bien, les gens qui sont un petit peu près au même niveau de poste que moi, entre guillemets, je m'entends très bien avec eux. Je sais que il n'y a aucun conflit patronal, comme on peut le voir dans pas mal de travail au final. Il y a beaucoup de conflits patronaux, mais pas avec moi. Parce que moi, j'ai un diplôme, je sais faire des choses que d'autres gens dans la boîte ne savent pas. Enfin, personne d'autre ne sait faire, même dans la boîte. Et ce serait compliqué de se passer de moi. Ce serait compliqué de se passer de moi alors que je suis de bonne volonté et que je propose un savoir pour pas trop cher, en fait. Donc voilà, ça me pose dans une position quand même très confortable, et en même temps, non, je suis pas satisfait parce qu'artistiquement, moi, je voulais faire du jeu vidéo. Je voulais faire du dessin animé, je voulais écrire des bouquins et des BD. J'avais pas envie d'être... dans ce que je suis actuellement, c'était même l'une des pires options de l'infographie. Alors je travaille actuellement en tant qu'infographiste dans la communication digitale pour une boîte de prêt-à-porter grande taille féminin. On vend des robes et des tuniques très principalement, pas mal de petits accessoires à côté. Ce qui se vend le plus, ce sont quand même des robes et des tuniques. J'ai commencé il y a 7 mois. C'est un ami que je connais bien, qui lui est manager et à fond dans la communication digitale, qui m'a introduit dans ce boulot. On n'a pas regardé mon CV, je suis rentré en période d'essai dès le premier jour. J'ai dit bonjour au patron, je me suis mis à bosser. Et on a tout simplement vu si je tenais la cadence. Visiblement c'est passé parce que ça fait longtemps que je suis plus en période d'essai maintenant, mais j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas tenu la cadence, j'ai vu la vitesse à laquelle on les évinçait. Il y a un turnover assez important, ou c'est juste des gens qui sont plus là et du coup les postes sont vacants? Non, c'est tout simplement qu'il y a une phrase qui revient très souvent dans cette boîte, c'est « ça ne matche pas ».
en fait. On voit tout de suite très vite si la personne elle est capable de penser certaines valeurs de la boîte, si elle est capable de penser au fonctionnement de la boîte et comment ça se passe dans les autres équipes pour fluidifier le travail de tout le monde. Et il y a ce boulot-là à faire qui demande pas forcément énormément d'intelligence, ça demande d'observer ce qui se passe, ça demande de poser des questions, beaucoup, aux gens qui sont même pas dans les mêmes services que toi, mais pour comprendre comment tu peux les arranger. Et c'est des questions sur lesquelles se cassent la gueule beaucoup de petits jeunes qui entrent en alternance à 18-19 ans et qui sont pas encore à l'aise avec tout ça, qui sont pas à l'aise avec le fait de devoir parler avec des adultes qui ont 10, 20, 30 ans de plus qu'eux et de devoir pourtant oser poser les questions, dire bah moi ça va pas m'arranger de faire comme ça parce que tel truc. Donc c'est des gamins qui ont beaucoup de mal à s'imposer et ouais, j'en vois constamment qui défilent de ces nouveaux petits alternants qui coûtent pas cher en plus parce qu'en alternance, c'est bien pratique. Ouais, donc c'est même pas des stagiaires, c'est en alternance. Ah ouais, semaine même sur pas, deux, les stagiaires c'est encore trop cher. Hein. Donc voilà, ouais, t'as ces petits alternants qui arrivent et en général, l'espérance de vie c'est entre 3 semaines et 2 mois. Ah oui. Ouais, ça va très très vite. Moi je suis au SMIC en contrat à durée indéterminée. Parce que voilà, je suis arrivé avec des choses en plus, j'étais déjà formé, j'avais une connaissance artistique de la peinture et tout qui, mine de rien, est très importante quand tu veux faire de la com. Parce que t'apprends beaucoup à composer ton image, à choisir tes couleurs, ce genre de trucs. Donc même pour les petites vignettes internet à la con, ça peut être intéressant d'avoir toutes ces notions-là d'art que Oui, tu puis peux même pas forcément de demander connaissance de la à un employé. publicité, de tout ça. Enfin, il y a des choses graphiques à savoir représenter. Bah ça, il y a ça a des- plus été apporté par mon manager, j'avoue. Ouais. Mon manager, lui, il était plus là pour me dire à la fin d'une manière publicitaire, par exemple, tiens, mets plus le bouton comme ça, je veux le rendre plus impactant, essaye une autre typographie. Il arrivait plus à la fin pour choisir ce qui allait mettre en valeur. Ce qui allait Toi, être entre mis guillemets, en t'étais valeur. plus l'outil, on va dire, de sa com, quoi. Et en même temps, pas vraiment, parce que j'ai quand même une bonne marge, je trouve, notamment parce que toutes ces connaissances, on va me demander, par exemple, mets-nous une ambiance chaude, mets-nous un truc qui fait urbain, et à partir de là, moi, je dois chercher des influences, je dois chercher des références qui vont parler à Fais-nous tout le monde. l'effet waouh. Ah oui, l'effet waouh. Bah ça, c'est arrivé un petit peu au début et j'ai stoppé mon manager tout de suite. Alors encore une fois, c'est mon pote, donc il y a une marge de dialogue que j'ai pu m'imposer, encore une fois, qui fait que je suis quand même un énorme châteux à ce niveau-là. J'ai pu m'imposer cette marge pour lui dire stop, les conneries du genre ajouter de l'humain, l'effet waouh, on arrête tout de suite, ça veut rien dire. Si tu veux quelque chose, tu me donnes une référence que tu vas chercher sur un site, sur un concurrent Dans un qui te plaît film, bien. dans une autre Voilà, pub, peu tu me donnes importe. une référence concrète avec une image que je peux voir et à partir de là m'adapter et te proposer des trucs. Mais l'effet waouh, ça marche pas avec moi. Et il a testé, il a été de bonne volonté, franchement, ça s'est super bien passé. Et du coup, maintenant, ça marche vachement comme ça en fait. Il me demande un truc, je lui fais les propositions, il arrive à la fin pour corriger la typographie, quelques conneries qu'il veut vraiment mettre le plus en avant possible parce que c'est son taf, quoi. C'est lui le grand décisionnaire sur la publicité. Ouais, c'est le directeur artistique, entre guillemets, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, ça me rassure beaucoup d'être avec ça, justement, parce que, voilà, je peux bosser, je peux faire mes assets, je peux faire mes petits trucs sur Photoshop. Je sais qu'il y a un mec qui a pris la décision que ça va être gris, ça va faire référence à ça, ça va inspirer telle émotion. T'as un cadre avec lequel bosser, t'as une ligne directrice. C'est beaucoup plus confortable. Ouais. Je pense que ce serait beaucoup plus le bordel si j'étais tout seul dans mon bureau et que je devais décider de tout seul. Ouais, sur ces de prendre inclinaisons-là. absolument toutes les décisions, etc. Bah voilà, là on est deux, donc on peut avoir des retours, on peut un échange. débattre et tout, voilà. Et c'est en ça que ce boulot est très satisfaisant, parce que je suis dans une bonne équipe, avec des gens avec lesquels on se comprend, on nous emmerde pas, on nous fout pas la pression parce qu'on sait qu'on est efficace. Et en même temps, c'est la com, c'est la publicité, et pour moi, jusqu'à très récemment, c'était le chétan, tout ça. Je voulais pas toucher à la publicité. C'était vraiment l'aspect de l'infographie qui ne m'intéressait absolument pas. Mais par nécessité, Par nécessité, parce qu'on me donnait une chance, parce qu'on n'a même pas regardé mon portfolio, qui je pense aujourd'hui est très peu construit comparé à ce que je pourrais faire si je me donnais le temps. Si je me donnais le temps et l'énergie. Parce qu'il faut avoir le temps aussi. Tout à fait, mais ça. je l'ai eu, j'ai eu des périodes de chôme dû où juste j'ai fait autre chose, et ça c'est mon erreur, c'est ma connerie quand même quelque Je part. pense que c'est une connerie que beaucoup de gens font, c'est qu'il y a un Ouais, moment donné, il voilà. faut aussi une pause, quoi. Et encore une fois, j'ai pu me le permettre. Oui, c'est aussi. pas n'importe qui pouvait se le permettre. Mais voilà, j'aurais peut-être dû utiliser ce temps mieux, c'est ce que je me dis a posteriori. Mais le fait est que voilà, c'est un endroit où vraiment on m'a donné une chance, on n'a pas regardé mon CV. Le mec, le patron, je lui en ai parlé plus tard parce qu'il y a un moment où j'ai pu faire de la 3D pour eux.
Il savait pas du tout que je connaissais les outils par rapport à ça, il savait pas du tout que j'avais le savoir autour de ça. J'étais là, mais enfin monsieur, c'est dans mon CV, c'est la première ligne de mon CV, c'est ce que j'ai étudié en priorité, quoi, enfin c'est ce que je veux mettre en avant. Et ah bon, ben non, ils ont jamais regardé tout ça. Ils voulaient voir si je fonctionnais dans l'entreprise en fait, et si je pouvais apporter mes propres compétences, quelles qu'elles soient. Ouais. C'était le plus important. Parce que c'est une petite boîte quand même. On a une vingtaine d'employés actuellement. Ouais. Ça varie pas mal, encore une fois, parce qu'on a beaucoup de gens qui partent et quelques-uns qui rentrent à chaque fois. Et parce qu'il y a aussi, c'est une boutique, c'est ça ? On a 2 boutiques physiques. Il y a 2 boutiques, ouais. 4 sites internet. 4 sites Plus quelques profils sur des plateformes de vente de grossistes qui sont assez connus en région parisienne et où on écoule pas mal de marchandises à l'occasion. Mais du coup, en fait, toi, c'est quoi je sais pas, t'avais l'air de vouloir raconter des anecdotes assez précises par rapport à ce travail-là. Du coup, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers qui se sont passés, des choses dont tu t'es rendu compte ? Oui, tout à fait. C'est une autre partie de l'insatisfaction qui vient de ce boulot, au-delà du fait que je suis pas comblé artistiquement. C'est que le fait est que la crise du Covid a changé beaucoup de choses au niveau de la vente physique, dans tous les métiers, hein. Bien sûr, les restaurateurs, tout ça, sont les plus touchés, mais en boutique, on a vraiment enregistré des chiffres absurdement bas récemment. Et du coup, on est en pleine transition numérique. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est petit à petit en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir fermer les boutiques pour juste déménager dans un grand local dans lequel on pourra stocker tous nos fringues et vraiment passer à fond dans le e-commerce, dans la vente de vêtements en ligne, que du coup, on va aller expédier chez les gens. Et du coup, ça fera forcément des employés en moins aussi. Ça va faire des employés en moins, des employés qu'on n'a pas envie de jarter parce qu'on les aime bien et parce que c'est des gens qui connaissent aussi nos fringues par cœur. Donc c'est des gens que j'essaye pour ma part de pousser le plus possible à reconvertir pour qu'ils restent dans la boîte et pas juste à se faire jarter parce qu'ils ne vont servir à rien du jour au lendemain. Mais c'est dur parce que c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui a bossé pendant 30 ans dans la même boîte, qui connaît toutes les fringues par cœur. C'est compliqué de lui expliquer que toute sa coût, ses commandes, sa petite gestion de vêtements et de stock, elle va plus devoir le faire sur papier, sur son petit cahier, mais sur un document Excel. Et que du coup, il va falloir apprendre les manipulations Excel, qu'il va falloir apprendre à faire ça sur un truc en commun sur Internet. Oui, c'est des choses qui peuvent paraître bêtes pour certains, mais au final, quand t'as jamais touché c'est très ce genre d'outils, c'est très anxiogène. Je le vois tout le temps au boulot. Et c'est un gros problème parce que la boîte, mis à part les petits nouveaux qui partent et qui parfois s'accrochent un peu, elle est constituée en énorme majorité de gens comme ça, qui ont toujours bossé avec une gestion très très classique, une logistique très très à l'ancienne, et à qui tout à coup on demande de s'informatiser et de se former. Et ils veulent pas, et mon patron, on peut lui reprocher plein de trucs, mais il n'a pas envie de les pousser, et il n'a pas non plus envie de les pousser à la porte en voyant qu'ils ne s'adaptent pas, parce qu'il sait bien que derrière, c'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui parfois sont en train de mettre des thunes de côté pour payer les études de leurs gosses, donc des situations vraiment tendues. Ouais, des situations financières, dans la crise économique d'aujourd'hui, c'est compliqué de juste jarter tous ces gens, quoi. Et même moi, j'en ai pas envie, j'aimerais bien juste qu'on puisse réussir à fluidifier tout ça, et à comprendre que, ouais, on est un e-commerce, et que quelque part, il va falloir qu'on apprenne à tous bosser sur informatique. Parce que c'est même plus très tenable pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on tient encore nos objectifs à la com. On fait rentrer des milliers de gens sur les sites internet, on attire des curieux sur plein de réseaux sociaux, on se démerde pour avoir plein de publications de plein de types différents, on organise des petits lives récréatifs, débats, où toute notre communauté d'acheteuses, nos fans Facebook vont pouvoir débattre de plein d'aspects de la féminité, du body positif, de tous ces courants-là, qui sont très importants, quoi. Surtout quand tu veux te décliner par rapport aux concurrents. Dans la grande taille, il n'y en a pas des milliers, mais ils sont là. Et nous, on se décline vachement avec cet aspect communauté, quoi. On a des gens qui nous aiment, qui aiment les influenceuses avec lesquelles on bosse, et qui aiment les produits, qui aiment nos produits, qui aiment l'esprit qu'il y a derrière. Et ça, c'est un truc qu'on essaye de garder, quoi. Une vraie philosophie, quoi. Un petit peu ce qui se passe avec l'imagerie Coca-Cola à notre échelle, quoi, bien sûr. Mais il y a notre code couleur, il y a plein de trucs comme ça où on essaye de s'identifier. Et même en tenant nos objectifs, à côté de ça, on doit aller gérer les merdes informatiques de tout le monde, vu qu'on est les digitaux. Et c'est un problème quand on a une dame d'un certain âge qui vient nous dire « ça marche pas », on se lève, on va dans son bureau pour voir ce qui marche pas,
Et en fait, elle se souvient juste plus du mot de passe de son ordinateur. Ouais, grand classique. Mais tu vois, elle pourrait nous demander c'est quoi le mot de passe de l'ordinateur. On pourrait lui dire, on n'aurait même pas à se lever et à perdre du temps pour aller voir. Mais ça marche pas. Il y a cette espèce de truc butoir de je ne veux absolument pas m'y mettre. Ouais, si ça fonctionne pas d'une manière linéaire. C'est de l'informatique, j'ai pas envie de comprendre plus que ça. Et c'est compliqué parce que t'as pas envie de les engueuler, ces gens, tu les respectes parce qu'ils bossent ici depuis un moment, ils se sont usés à la tâche, t'as pas envie de leur hurler dessus ou quoi que ce soit. Mais des fois t'as envie de leur hurler dessus. C'est un peu frustrant, quoi. J'avoue, enfin... Et tu peux pas le faire et ce serait vraiment ignoble moralement d'avoir à faire ça. Parce oui, puis parce que c'est peut-être inutile aussi au final de le faire, c'est juste un petit énervement sur le moment en fait, surtout. Le problème c'est qu'à un moment on nous demande des comptes. Ouais. Parce que... on va en venir à parler de mon patron. Mon patron c'est un type... Enfin, quand j'en parle autour de moi, je le compare souvent à un dragon. C'est terrible, mais c'est le truc... C'est ton côté théâtreux, ça. C'est mon côté théâtreux, c'est mon côté littéraire, fantasy, tout ça. Mais en même temps, j'ai du mal à trouver une autre métaphore parce que ça marche plutôt bien. C'est une espèce de boule de destruction assis sur un tas d'or, ce mec. Je vois pas comment dire ça autrement. C'est un type, il nous a déclaré plusieurs fois que sa boîte était en faillite. Mais à chaque fois, il y a un appel avec sa banquière, il y a un appel avec ses contacts. Tu sais pas pourquoi, on peut tourner 2 mois de plus. Allez, on va tenter 2 mois de plus. Il y a de l'argent comme ça qui se débloque, je sais pas où, mais qui est là. Et en même temps, ce type a une exigence de la part de ses employés qui me rend quand même assez fou des fois. Et il y a des moments de colère où le type, tu l'entends hurler à l'autre bout du bâtiment. Ça lui est déjà arrivé de venir et de casser un portant de fringues et de taper avec la barre du portant sur le sol dans un accès de rage et de frustration parce que ça marchait pas et qu'on n'avait pas vendu autant de cam que ce qu'on voulait vendre. Mais il engueulait quelqu'un en même moment ou c'était juste lui qui pétait un câble tout seul, quoi? Alors en l'occurrence, il pétait un câble parce qu'on tentait de faire une vente live shopping pour le public espagnol, donc avec une influenceuse hispanophone, et ça marchait pas bien. On avait beaucoup de dames qui venaient, qui posaient des questions sur les fringues, mais on n'en avait aucune qui achetait. Et le mec mourait de frustration, parce que je pense que c'est un type qui est dans le commerce depuis très longtemps. Il y a eu une époque où il a vraiment été très connu, ce gars. Et du coup, se rendre compte que tout à coup ça marche plus comme ça, que sur internet c'est plus aussi facile de juste y aller au bagou, et qu'il y a vraiment une question d'honorer ses commandes et tout, parce que les gens peuvent commenter, les gens peuvent dire sur Google Advice ou quoi que ce soit, ce type est un arnaqueur, ce type n'a pas livré les trucs dans ses frais. Oui, puis il suffit d'un rien pour quelqu'un... oui, voilà, même des gens mal mettre intentionnés, des ouais. concurrents qui décident de te trash talk et tout, ça vient très vite. Des fois, ça peut être des trucs complètement injustifiés. Et tout cet aspect-là, il en mourait de frustration parce qu'il connaissait pas ça jusqu'ici. Et du coup, ça lui arrive très souvent à ce type de juste venir nous voir et de nous demander, bon bah écoutez, eux, ils arrivent pas à honorer leur commande, le service d'envoi, le service après-vente est dépassé, ils savent pas quoi dire parce qu'on sait pas où est le colis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous qui êtes des génies d'informatique, là, faites-moi rêver, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, non, on sait utiliser l'outil informatique, mais on n'est pas sur tous les fronts. Ce qu'on sait faire dans nos domaines précis en informatique, on peut pas forcément l'adapter sur du SAV, sur des logiciels de gestion. C'est un peu le problème dès qu'on connaît un peu l'informatique au milieu de gens qui ne le connaissent pas, c'est voilà, qu'ils nous posent toutes sortes de questions comme si on était la voilà, Bible, ça en te fait, pose dans un truc l'informatique, très étrange, mais dans une boîte où du coup personne ne veut s'y coller à part toi et où personne n'a envie d'apprendre à s'y coller à part toi, t'imagines un peu les trucs de taré. Voilà, j'utilisais l'exemple du logiciel de gestion, on l'a fini par leur installer, le putain de truc. Ouais. Ça a pris plusieurs heures parce que c'était un truc ignoble où il fallait appeler un mec du service technique pour faire une migration de base de données, enfin un truc à la con, mais voilà, il fallait que quelqu'un de physique te parle de l'autre côté du fil pour effectuer l'opération. C'est un truc que n'importe qui aurait pu faire, en fait, de juste appeler un mec, donner les bons identifiants et demander à ce que la manip soit faite. Mais ça a été pour nos gueules, et c'est des moments où on n'a pas pu taffer sur ce qu'on voulait faire nous, parce qu'il fallait aller gérer les merdes des autres. Et du coup, il y a un moment où on est forcément obligé de le rapporter au patron, parce qu'on nous demande des comptes, on nous demande pourquoi vous n'avez pas eu le temps pour ça, parce qu'on réglait telle merde pour ça, pourquoi vous n'avez pas eu le temps de retoucher tel truc, parce qu'entre-temps, le logiciel de gestion a planté, et on a dû re-rentrer le mot de passe. Sauf que lui, le patron, derrière, il voit que c'est chiffres, en fait. Ouais, et ce qui me fait peur, c'est que là, il est en train de réaliser qu'on a raison, en fait. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on insiste et pour qu'on lui dise il va peut-être falloir penser
envisager une formation en fait pour les gens qui travaillent ici. Et lui, j'ai plus peur qu'il prenne ça dans l'autre sens, du genre on va jarter les vieux et on va prendre Du neuf, quoi. Ouais. du neuf, ouais. Et à côté de ça, il fait des emplois très chelous des fois. Genre il a engagé une directrice adjointe qui était censée juste à la base l'aider à l'administratif, et qui est une meuf qui fait tout sauf ça, en fait. Faut t'imaginer une nana qui est capable de te dire j'ai pas le temps d'envoyer ton interruption de temps de travail à la sécu pour que tu reçoives tes indemnités, j'ai pas le temps, j'ai le temps pour rien, je suis débordé. Mais qui à côté de ça a pu prendre 20 minutes pour imprimer une petite affiche plastifiée pour dire aux gens qu'il faut bien faire gaffe à faire pipi à l'intérieur du trou des toilettes. Si tu veux, une autre fois elle est venue nous prendre la tête pendant un quart d'heure, un vrai quart d'heure si tu veux, parce qu'elle avait trouvé des dosettes de café dans une poubelle et que du coup ça serait peut-être pas mal qu'on organise un roulement pour les poubelles, pour les descendre, ce qu'on faisait déjà avant en fait. Mais c'est juste que là elle était tombée sur les dosettes, elle était pas contente, genre ça c'était pas censé être là quoi, ça l'a la trigger quoi. Ouais voilà, et c'est fait une petite guerre sainte personnelle pour cette histoire quoi, qui n'a toujours pas été réglée parce qu'au final on est toujours sur le même système de roulement, donc bon. Mais voilà, on a perdu du temps là-dessus, et cette nana, elle est plus payée que nous, elle se permet de donner des ordres à plein de petites gamines qui débutent en boutique et tout, et à leur sortir des trucs vraiment crasseux, quoi, des fois, juste parce qu'elle a ce petit morceau d'autorité qui lui tombe dans la bouche, quoi, cette petite marge de pouvoir. Ouais. Et je comprends pas, en fait, je comprends pas les décisions, du coup, d'avoir engagé cette dame-là, et ensuite de dire on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent pour faire des formations, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent pour équiper tous nos employés avec un système informatique correct qui date pas des années 2000. Donc voilà, tout ça pour dire que ce type est un petit peu dans son univers et je pense pas qu'il soit vraiment là pour les bénéfices, tu vois. Ouais. Je pense que son Tador, il l'a déjà. Lui, il est là parce que c'est un type très seul, qui se sent pas bien dans son mariage, qui fait tout pour fuir sa famille. Du coup, le travail, ça lui permet de le faire C'est sa petite pendant une cour grande de partie de la récréation, journée. c'est sa petite partie de SimCity personnel, je sais Ouais. pas comment dire, quoi. Il y a un petit... peut-être son petit chant du cygne en tant que commerçant avant la retraite, je sais pas, mais voilà, je sais que c'est un type qui a beaucoup de mépris pour ses propres enfants, qui arrête pas de se plaindre de son mariage, du fait qu'il faut pas se marier, du fait qu'il faut tromper sa femme le plus vite possible. Ah oui, c'est vraiment d'accord. des trucs qu'il est venu nous raconter pendant qu'on était en train de bosser, quoi. Ouais. Bon, t'as pas forcément envie d'apprendre ça. En fait, vous êtes un peu ses psys aussi. Ses psys, ses potes, je pense qu'il aime bien aussi, c'est aussi peut-être pour ça qu'on est un peu favorisé, parce que on est cultivé, on a fait des études, et en plus on est des jeunes, quoi, tu vois, on est des jeunes un peu cool, on écoute de la musique de jeunes, donc il y a cette espèce de truc où il s'encanaille un peu, tu vois, il nous parle de sa vie sexuelle, il nous parle de ses potes qui ont déjà tourné dans un film porno gay pour je sais plus quelle raison, il aime bien nous balancer ces petites anecdotes de cul comme ça, en mode... Vas-y, vous voyez, je suis comme vous, je suis resté jeune, vous m'avez vu, tu vois. Donc en fait, pour rester jeune, faut parler de cul, c'est ça ? Écoute, c'est pas la ligne directrice de tous les podcasts de Skyrock depuis les années 90. Bah voilà, juste pour en finir sur lui, je pense que c'est vraiment, oui, une petite cour de récréation, en fait. Et il comprend juste pas pourquoi il gagne pas, en fait. Comment j'ai fait pour gagner toute ma vie et là d'un seul coup ouais, Internet voilà, ça le permet rappelle pas. beaucoup à son propre décalage, je pense, dans le monde. Et puis Ouais, le peut-être- décalage de boomer quoi. Oui, tout à fait. C'est un truc qu'il expérimente, je pense, pas mal avec ses gosses. Le Minecraft, il connaît. Ouais. Et il déteste. Pokémon, il connaît. Et il déteste. Mais il peut te citer des noms de Pokémon. S'il voit une image de Minecraft, il sait que c'est Minecraft. Ouais. Mais il déteste. Mais Il il connaît. genre catégoriquement il déteste quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu sens vraiment le type pour lequel il y a eu un moment de réalisation très très dur où putain, j'ai plus de dialogue avec. Et un avec côté méprisant aussi. Oui, mais encore une fois, pas pour tout. Bah, par exemple, le type a un avis très tranché sur le manga parce que ses gamins adorent ça et lui il comprend pas comment on peut aimer ça, donc décalage. Et en même temps, il a un respect infini pour certains aspects de la culture japonaise. C'est par exemple un fan de Fujita. Ouais. C'est un type qui s'est dit qu'il irait toujours voir une pièce de kabuki. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où, ouais, il est dans le conflit générationnel en fait.
Et puis il veut pas bosser avec des noirs, donc il y a aussi... Ah oui, d'accord, il y a aussi l'aspect racisme. mais ça c'est un qui est truc bien qu'il m'a présent, dit quoi. un jour très clairement, c'est ah mais les Africains c'est pas possible, trop imprévisible. Très bien. Bon, Super. 2 mois plus tard il a engagé 2 petites alternantes qui sont noires, Oui, mais c'est des nanas, quoi. donc ouais peut-être que ça passe quoi, je sais pas. La bonne ambiance. C'est compliqué, bah ouais, mais il y a plein de trucs comme ça, plein de décisions un peu affreuses, quoi. Et en même temps, quelque part, même dans la com, on a été un peu touché par ça et on a eu des raisonnements qui étaient parfois limite. Un truc dont on s'est rendu compte, par exemple, dont ils se sont rendus compte dans ce bureau quelques années avant que j'arrive, ils bossaient avec une top modèle, donc un petit peu grande taille, quoi. T'en trouves pas facilement des modèles grande taille parce qu'il faut assumer son corps... dans un carcan Oui, de puis la même physionomie qui est Même très, dans très... le milieu, je pense, du modèle, c'est pas très très répandu Bah, de c'est rechercher plus- des personnes grande taille, quoi. C'est moins compliqué, mine de rien, d'être en surpoids que d'être petite. Ah ouais. Quand t'es petite, c'est vraiment cramé pour toi en tant que modèle de fringues et tout. Par contre, surpoids, bon, il y a des niches, quoi. C'est pas pour tout le monde. Faut l'assumer, faut le vivre avec, avoir les courbes qu'il faut, tout ça, bien porter certains types de vêtements, dont les tuniques et les robes. Il nous faut vraiment des nanas qui portent bien la tunique et la robe parce que c'est les trucs où on a besoin d'avoir de belles photos. Je sais plus pourquoi je racontais ça. Oui, parce que du coup, en remontant un petit peu sur le site internet, sur les vieux produits qui étaient là avant que j'arrive dans la boîte, je remarque qu'on a une Tismé. D'accord. Une Tismé qui porte nos robes, une métisse donc. Et je dis à mon manager, ah bah c'est marrant, elle, je l'ai jamais vue, elle bosse plus avec nous, elle a changé, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, bah on l'a juste plus rappelé parce que comme on a une majorité de clientes de 60-70 ans, bah elles aiment pas trop voir des vêtements portés par une noire en fait. Et c'est vraiment un propos qui est venu. Et Ouais, gros moment de blanc. Gros moment de blanc, parce que voilà, c'est un truc où c'est même pas toi qui es dans une logique raciste, mais tu es juste en train de suivre la logique raciste de ta clientèle, en fait. Ouais, bien Et en sûr. même temps, c'est des gens qui achètent, donc c'est compliqué. C'est ça, si tu vois que tes ventes, elles fonctionnent pas à cause de la physionomie d'une nana, bah, faut pas croire, mais ça, je pense que ça arrive même dans les milieux de la mode beaucoup plus mainstream. Si une nana matche pas, si on se rend compte que ça marche pas, qu'elle met pas bien en valeur tel truc, qu'ils ont des retours négatifs de la part des gens, bah la nana, on la tu te rappellera diriges, pas. et puis même d'un point de vue financier, bah, tu te diriges vers ce qui te rapporte le ce qui va plus, te voilà, rapporter, c'est quoi. ça, c'est que quand t'es dans cette logique mercantile, bah il y a un truc très très froid en fait, où t'es vachement abandonné ta morale. Et ça, c'est ce qui me faisait très peur dans la pub, et c'est ce qui me laisse un arrière-goût assez amer dans la bouche. Alors ensuite, en l'occurrence, cette nana, on l'a rappelée. Et là, je l'ai rencontrée il y a 2-3 semaines, et visiblement, il y a un truc où ça passe maintenant. Ça passait pas il y a quelques des années, mœurs, entre mais guillemets, maintenant ça passe, ouais. Bah peut-être parce que le e-commerce touche beaucoup plus de gens, donc les petites vieilles qui s'achetaient des robes il y a 5 ans et celles d'aujourd'hui, elles sont un peu plus diversifiées. Donc des dames qui sont peut-être un peu plus ouvertes à ces questions-là quand même entre-temps. Notre démographie d'acheteuses a un petit peu changé aussi. On touche des nanas un peu plus jeunes. On cible des femmes de 34 à 80 ans aujourd'hui. Alors qu'à une époque, c'était un petit peu plus haut. On ciblait les dames un peu plus âgées. Ouais. Ouais, tout ça pour dire que, voilà, si je devais faire un grand bilan de mon boulot, je sais pas toujours ce que je fais, je sais pas pourquoi ça marche, je sais toujours pas jusqu'à quand ça va marcher, je sais rien. En fait, mais c'est surtout, genre, pour toi, est-ce que ça serait un truc que tu vas continuer pendant vraiment longtemps? C'est plus un boulot de sécurité? Bah, en même temps, de sécurité, non, parce que je le mettrais pas dans la niche de l'accueil. En fait, t'es vraiment activement en train de faire des choses, et des choses très variées. C'est de la communication, donc c'est tout con, mais il y a un blog. Et ce blog, aujourd'hui, qu'ils ont quelqu'un qui a fait des études de lettres et tout, ils veulent le réalimenter avec des articles. C'est moi qui vais me le taper. Ils ont besoin d'une identité graphique pour certains de leurs lives, pas mal de choses où j'en suis venu à faire du montage, à faire de la retouche photo, de la retouche d'image. Ouais, t'as commencé à toucher un peu à tout. Bah c'est ça, donc c'est très varié, je m'amuse. En même temps, je suis pas comblé artistiquement, mais pour le moment, je réussis encore à tenir le coup et à avoir mes petits projets sur le côté. Autant, voilà, la grande question que je me pose, c'est dans peut-être 1-2 ans de boulot,
si la boîte existe encore et qu'on a réussi à faire cette putain de transition, dans 1 ou 2 ans, est-ce que je devrais pas prendre toutes les thunes que j'ai mises de côté et créer ma propre boîte, quoi, vraiment me mettre à fond dans un projet. En mode auto-entrepreneur ou vraiment en boîte avec d'autres gens Un truc qui me permettra peut-être d'avoir un peu plus d'influence dans la direction artistique, tout en continuant à tâter, tout en continuant à être dans la technique. Peut-être une petite structure, une petite boîte, une petite association, quelque chose qui permettra de fonder un projet dans une bonne équipe, tout en permettant à... Mais voilà, quand même dans une équipe, donc avec d'autres personnes. Tout à fait, c'est terrible, parce qu'après avoir super mal parlé de mon patron, je me rends compte que quelque part, j'aimerais bien quand même avoir cette position, où je peux avoir des décisions sur des choses, monter mon petit projet, ma petite cour de récré personnelle. Ouais, mais après, avoir le désir de faire ça, c'est pas non plus être comme ton patron. Je veux dire, Non, je tout pense à pas fait. que tu vas devenir forcément raciste ou autre chose dès que tu es un patron. Après, c'est une théorie qui se défend aussi, hein, mais... Oui, à quel point tu es pris par la forme du patron. Puis je me rends compte que c'est pas super facile pour son taf tous les jours non plus, parce que voilà, le type essaye de fluidifier un truc qu'il ne comprend pas, et il est censé bosser avec toutes les équipes de concert qui ont toutes leurs propres problématiques, leurs propres limites, et ça c'est un truc où il faut vraiment pouvoir l'assumer, d'écouter tout le monde et de se dire vas-y, on va trouver un truc qui va contenter tout le monde. C'est vrai que c'est très fatigant, mais en même temps c'est son boulot, et c'est une question qui m'a déjà posée à moi personnellement. Il y avait Comment tu quelqu'un... ferais toi, quoi? Non, même pas, mais il y a un moment, il était en plein milieu de la boutique et il y avait des flashs d'appareils photo qui avaient été laissés là par je ne sais quelle équipe. Ils en avaient besoin pour caler un truc, bref, une connerie. Il me demande, à ton avis, comment c'est faisable? Et je dis, il y a eu un problème logistique quelque part. À mon avis, les gens bossaient vite parce qu'ils avaient un truc urgent à faire. Ils se sont démerdés avec ce qu'ils ont pris. Ils n'ont pas compris que c'était des flash photos. Ils les ont posés comme ça pour caler la planche, quoi. Puis voilà, ils ont fait ça rapidement. Il me dit bah oui, mais tu penses qu'en tant que patron, moi je devrais constamment faire attention aux besoins de chacun et au fait que je dois donner des objectifs à chacun alors qu'eux ont leurs propres contraintes. Et je lui dis bah oui. Oui, c'est le but même. Oui. Dans un sens. Il a plus su trop quoi me répondre et j'ai pas trop su quoi ajouter à ça. On s'est tourné le dos et on est reparti faire nos trucs, et ça a été juste une constatation très conne. C'est qu'en même temps... c'est un truc qu'il faut absolument accepter, je pense, surtout quand t'as des thunes et que t'as les moyens un peu de t'en foutre et d'y aller YOLO sur certaines décisions. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, justement, qui montent leur boîte sans avoir cette conscience-là aussi? Je pense, et c'est ce qui fait que beaucoup de boîtes se cassent la gueule. Il y a des gens, il y a tous ces démurges, quoi, tous ces doudingues qui ont des projets très concrets, qui veulent absolument rien céder, qui veulent pas discuter avec les gens qu'ils engagent. Parce que moi, je sais, j'ai eu un entretien d'embauche terrible avec un type qui voulait créer une boîte de jeux vidéo comme ça, et qui était tellement à fond dans sa vision du boulot, en fait, qui à un moment m'a sorti un énorme laïus. Moi, j'ai appris à être directeur artistique, j'ai appris à être codeur, j'ai appris à être tout ça. Le mec avait à peine 20-30 ans à l'époque. Il me disait tout ça, et j'étais là, oui, bon d'accord, c'est un type avec lequel on pourra pas négocier, avec lequel on pourra pas débattre. Ça m'intéresse pas, parce que dans 2-3 ans, je veux dire, tu seras encore à surexploiter des stagiaires. Et voilà, le bloc dur, ce sera peut-être 3 mecs en polo qui ont leur petite idée du machin. On en revient aux mecs en polo, hein, quand même. Hein. Il y a toujours des mecs en polo, écoute, ils sont dangereux. On se rend compte que oui, c'est absolument pas évident de leur point de vue, et oui, ça reste des gens extrêmement humains, il y a des parties d'eux qui sont très touchantes, surtout quand tu les connais dans des petites structures comme ça, où tu te rapproches vraiment de la personne. Mais en même temps, c'est une responsabilité où, comme tu te donnes plein de liberté de décision et tout, il faut accepter le poids de la couronne, il faut vraiment l'accepter pour en revenir à... Tout en se canalisant, je pense aussi, dans ses désirs. Parce que voilà, il y en a accepter beaucoup aussi, le fait qu'il y a une des... contrainte de tel département qui fait que non, tel truc, on va pas pouvoir le faire comme ça. Tu parlais de doudingue tout à l'heure, mais c'est un classique, par exemple, on parlait de jeux vidéo aussi, qu'il y ait un mec, ah ouais, moi je veux qu'il y ait des explosions partout, voilà, cliché, et puis qu'au final on lui dit, écoute, on n'a pas le budget, quoi. Oui, voilà, et puis coder une seule explosion, en fait, tu vas devoir allouer 3 mecs qui vont faire que ça pendant un mois. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment juste que je paye 3 mecs pendant un mois juste pour me créer une explosion? Bah non, parce que ton système d'explosion, il va être exploité après à plein d'endroits différents et tout, mais voilà, je pense que dans les petites structures vraiment où les types connaissent le boulot,
Là, dans le cas du studio de jeux vidéo, je pense que c'est des types qui connaissent quand même les problématiques du boulot, donc qui seront capables de créer des projets autour de ça. Mais est-ce que du coup, le fait d'avoir d'être à la tête d'une plus grosse boîte, quelque chose qui soit vraiment... Enfin, plus il y a de monde dans la boîte, est-ce que ça devient forcément, enfin, je pense, plus compliqué à gérer, mais est-ce que ça déshumanise aussi d'autant plus le patron ? Aux yeux de l'employé, tu veux dire ? Même en général, parce qu'on a souvent cette vision-là du patron diabolique qui voilà, et du coup il y a souvent cette vision aussi que dès que c'est en rapport avec beaucoup d'employés qui sont à sa botte, entre guillemets. Non, je dirais pas diabolique, je dirais qu'on a beaucoup l'image du grand patron insensible en fait. Enfin, oui, voilà. Toute la grève de Disney par exemple, où on a pu voir Monsieur Walt faire un énorme discours et dire à tous les grévistes en gros vous êtes que des communistes et des gens qui connaissaient pas votre chance. Enfin, il y a une espèce de truc où ouais, tu peux t'imaginer que si ce type il y a 20 strates hiérarchiques entre lui et toi, forcément il va pas comprendre ta partie du boulot, parce que pour lui elle arrive juste, cette partie du boulot elle est fournie, elle sort de quelque part. C'est une marchandise quoi. Et il doit dealer avec le flot de ça quoi. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est les postes interstructurels, justement interhiérarchiques, qui peuvent être faits dans certaines boîtes. On a notamment une amie commune qui bosse dans une boîte d'animation 3D et qui me racontait que son copain était à un poste très intéressant comme ça. En fait, le type, son boulot, c'est d'écouter tout ce que les gens dans son équipe ont à dire. Vraiment là où ils galèrent, là où ils ont perdu du temps, là où ils peuvent en gagner, les petites idées, les petites suggestions qui vont pour sortir. Optimiser, en fait, il note ça, truc, et genre 1 ou 2 fois par semaine, il va rencontrer les autres porte-parole de chaque équipe, de chaque département, et ils discutent entre eux. Ouais, des sortes de délégués, mais qui font vraiment que ça. Tiens, ça, on va pouvoir vous déléguer ce boulot-là pour nous soulager tel truc et tout. Et ça permet de vachement fluidifier ça. Mais ça, c'est un truc que seule une grosse structure peut se permettre, parce qu'il faut engager un mec qui se dédie. Est-ce que c'est pas un service de RH classique ? Quelque part, ouais, sauf que c'est des RH qui t'écoutent. Ouais, voilà, donc des RH qui devraient l'être. T'écoutent et qui écoutent même les gens avec les postes les moins mis en avant, on va dire. Le problème que j'ai eu avec les RH dans le monde du travail, c'est que j'en ai eu surtout à l'accueil, et c'est des gens qui en ont rien à foutre de des conditions de boulot. C'est des gens, si demain ils considèrent que c'est plus intéressant de... par exemple, dans le médico-social, j'ai déjà vu des gens qui n'ont pas eu leur période d'essai renouvelée parce qu'on n'a pas d'argent pour vous engager. Par contre, il y a 2000 balles qui sont tombées pour débloquer une porte automatique. Une porte automatique qui est juste restée ouverte constamment au bout d'un moment parce qu'elle faisait chier tout le monde et mettait trop de temps à s'ouvrir. Mais voilà, il y a ce genre de choix des fois qui sont faits où il y a une absence totale de compréhension de ce que sont les vraies problématiques. Parce qu'au-dessus, tu auras toujours quelqu'un qui va demander des résultats. Et toi, tu es censé les apporter, tu es censé dealer avec tout le monde autour de toi pour faire ça. Du coup, je pense qu'on va pouvoir peut-être conclure, parce que ça fait quand même pas mal de temps là. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est très compliqué de poser un rapport moral là-dessus. Ouais. Surtout à partir du moment où t'as ta chance et où t'es un peu respecté, où t'es un peu intouchable parce qu'on te respecte pour ce que tu fais. C'est très facile de se faire avoir, de juste ignorer tout ça, de se dire mets ça dans un coin de ta tête, ça te concerne pas, quand t'es sorti, t'es plus au boulot, tu devrais pas prendre ça pour toi, tu devrais pas t'inquiéter pour les gens autour de toi. Il n'y a pas de bonne solution morale en fait. J'en vois juste absolument aucune. Mais d'ailleurs, justement, pour conclure le podcast, moi, ce que je voudrais te poser aussi comme question, c'est quoi en fait, toi, ta vision du travail ? Qu'est-ce que c'est le travail ? Pourquoi tu le fais le travail en fait ? J'ai une vision très marxiste de la chose en fait, parce que c'est la seule conception du travail qui me semble juste et couvrir à peu près n'importe quel champ d'action et n'importe quel champ d'activité. La vision de Marx décrite dans le Capital, c'est que si tu devais acheter, on va en revenir aux robes et aux tuniques, si tu achètes ta tunique de base, si tu achètes juste le tissu pour créer ta tunique, ça va valoir, admettons, 1 euro. Mais si quelqu'un a utilisé son savoir, ses compétences et son temps, toute son énergie quelque part pour faire ta tunique, là tu vas peut-être l'acheter 5 euros.
Et pour moi, c'est ça le travail. C'est une vraie valeur ajoutée par le savoir, la compétence et Par l'humain, en fait. par l'énergie et par l'énergie aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui nécessite vraiment une intervention humaine. Que là, en fait, la sueur de l'ouvrier donne la valeur réelle Tout à fait. à un produit. Oui. Alors aujourd'hui, voilà, c'est plus la sueur du marketeur en polo, quoi. Mais Si on peut parler de sueur pour ces gens-là. bah, il y en a certains. Enfin, c'est compliqué parce que c'est des gens qui ont appris leur boulot et c'est des gens qui ont quand même une connaissance de comment analyser nos clients, tout ça, qui est intéressant, même si très froide et très déshumanisé parfois. Ça reste un moment où ces gens ont étudié et ont donné de l'énergie et ça crée de la valeur ajoutée. Ça se justifie par de l'argent, par un salaire à la fin. On en revient en fait encore une fois au débat. Qu'est-ce qui est considéré comme du travail ? Est-ce que on parle souvent, enfin il y a eu souvent ce débat-là à travers l'histoire de considérer par exemple, et même encore aujourd'hui, les tâches ménagères comme étant un vrai travail. Bah, c'en est. Est-ce que ça y rejoint pas aussi dans un sens où le boulot enfin c'est souvent entendu que le boulot des marketeurs ce soit un boulot un petit peu futile, c'est un peu du vent, enfin, ou comme on peut dire par exemple par rapport à des traders. C'est des vrais vecteurs économiques, quoi. Mais dans un sens, ils ont quand même un savoir. Ouais, bien voilà, sûr, c'est ça, donc c'est qui compliqué. fait tourner les choses. Ouais, c'est pour ça que même s'il n'y a pas on peut pas forcément plaquer la grosse image du prolo qui va aller dans sa fonderie, on a un espèce de truc où, dans le cas de la ménagère comme dans le cas du marketeur, de l'énergie, du temps et de la concentration sont donnés. Et rien que pour ça, c'est compliqué de dire cette personne ne fout rien. Oui, et puis même un temps de vie, même si on doit le résumer, on peut aussi dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a donné son temps de vie pour faire cette action-là pendant une longue période potentiellement. Ouais, voilà. Même le marketeur le plus en polo possible, il y a des jours où je suppose qu'il n'a pas envie d'être au boulot, où il préférerait être chez lui. Ou il préférait, je sais pas, s'adonner à d'autres passions. Ouais, bah, quelles que soient les passions des marketeurs, ça me dépasse un peu. Je sais Bah, pas le théâtre, visiblement. Salaud. Non, je me considère pas encore comme un marketeur. T'as pas encore de polo, c'est ça ? Non, et puis j'aime pas ça, j'aime pas le contact, j'aime pas comment ça te sert. En cachemire, c'est pas mal. Ouais, peut-être. Le tweed, j'aimerais bien un truc en tweed un jour, si vraiment je dois me faire un petit caprice. Non, je me considère pas comme un marketeur, je me considère plutôt comme quelqu'un qui collabore avec eux dans un objectif commun, qui est d'essayer de sauver cette putain de boîte et de faire en sorte que tout le monde puisse continuer à bouffer à la fin du mois. Ouais, pour sauver aussi les gens, quoi. Bah voilà, pour ça c'est mon objectif. Ce serait hypocrite de dire que c'est que pour les autres, c'est aussi pour moi, parce que j'aime bien quand même ce taf. Encore une fois, j'ai une bonne équipe, je m'amuse bien, il y a des jours très chouettes et très humains. Mais effectivement, c'est pas ma carrière de rêve. Donc non, pour le moment, je collabore avec eux jusqu'à ce que je puisse me donner les moyens de nourrir mes propres projets, tout simplement. C'est pour ça que c'est compliqué de poser de la morale là-dessus. C'est pour ça que c'est compliqué d'être impliqué à 100%.